De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Nadia Lamargui, Gracien Rukundikiza et Camille Sari. Tout de suite, le dossier du jour. Depuis le début de cette semaine consacrée aux banques, on l'a dit, le taux de bancarisation reste encore très faible dans plusieurs régions du continent et notamment en Afrique de l'Ouest et centrale. C'est pourquoi les établissements financiers lancent régulièrement de nouveaux services à destination des populations. Nos correspondants au Tchad, Daniel Aboki et Prince Bafoulo, sont intéressés à ces innovations bancaires. Reportage. Devenu très concurrentiel, le marché bancaire africain a quadruplé ces 2 dernières décennies. Qu'elles soient locales, régionales ou continentales, ces banques affichent de plus en plus des stratégies pour conquérir de nouveaux clients. Aujourd'hui, elles développent et multiplient les agences, déploient des services innovants et à bas coût, mieux adaptés aux populations peu bancarisées. Ainsi, les différentes banques présentes sur le continent rivalisent pour accroître leur portefeuille dans un nouveau climat de concurrence qui s'est créé. Quels sont les produits et services innovants des banques ? Comment doivent-elles faire face à l'émergence du mobile banking? Nous sommes à N'Djamena, capitale de la République du Tchad, un pays situé au cœur de l'Afrique centrale. Il y a 2 décennies, le secteur bancaire de ce pays était beaucoup plus étroit et ne comptait que 5 banques commerciales. Mais aujourd'hui, on en dénombre 8, soit une augmentation de près de 40%. Une amélioration ayant abouti à un changement de comportement et de stratégie des banques. Nous, de 2012 à 2013, depuis 2013, fin 2013, nous avons pu augmenter nos dépôts de 27%. Donc ça veut dire que déjà la confiance y est revenue avec nos anciens clients. Nous avons pu reconquérir quand même de nouveaux clients. Donc on est passé de 16 milliards de dépôts à 94 milliards de dépôts au 31 décembre 2013. Donc cette hausse de 27% est quand même significative et témoigne à suffisance l'effort commercial que nous avons déployé toute l'année 2013. Ça veut dire consolider d'abord les acquis, chercher à rassurer un peu la clientèle existante. Mais comment rassurer la clientèle existante? Fini l'époque où la clientèle se dirige vers les banques. Aujourd'hui, la tendance est complètement inversée pour laisser place à la concurrence entre les banques. Nous avons des produits qui sont des produits pour faciliter le commerce intra-africain, par exemple. Nous avons pas mal de choses que nous faisons, que nous mettons en place pour donner confiance aux Africains, pour aller de plus en plus à la bancarisation. Vous voyez, c'est très important. L'apparition de nombreux groupes bancaires africains et le climat de concurrence accru poussent les acteurs du secteur à adopter des stratégies de développement reposant en particulier sur la diversification de la clientèle et de leurs produits. Née à la suite d'un processus de privatisation, la Commercial Bank Tchad est la 2e des banques sur 8, tant en termes de ressources que d'emplois. Elle a réussi depuis peu à mettre en place un service innovant, le multibanking. Nous avons opté très tôt sur la qualité du service et l'innovation technologique. Ce qui fait que, par exemple, nous orientons vers l'entreprise, nous avons mis en place, entre autres choses, par exemple, le multibanking qui permet aux grandes firmes à vocation internationale ou à gestion de plusieurs filiales de par le monde, d'avoir une vue générale sur tous les comptes des filiales dans tous les pays, de gérer de manière centralisée leur trésorerie et tout cela indépendamment des monnaies et autres qui peuvent varier d'un pays à l'autre, simplement en utilisant un format unique et universel qui est le format SWIFT. Entrepreneurs ou particuliers, les banques s'intéressent aujourd'hui à toutes les catégories de personnes bancarisées. Elles leur proposent des services tendant parfois à plus d'innovation. Nous vivons dans un pays où le secteur privé n'est pas encore trop dynamique. Et il faut qu'on arrive nous-mêmes à soutenir ces entreprises privées parce que tout le potentiel, il est là. Et du coup, donc, ça permettra à
nos banques respectives de développer nos portefeuilles, de faire plus d'affaires, de gagner plus d'argent en accompagnant ces entreprises, pas seulement en leur donnant des crédits, mais également en les conseillant, en les accompagnant un peu dans leurs projets. Je pense que c'est ce que nous cherchons à faire aujourd'hui. Et donc nous avons créé spécifiquement un département qui s'occupe que de ça. Direction Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Voici l'une des plus jeunes banques du pays. Créée le 18 janvier 2013, cette banque compte près de 24 000 clients. Les maintenir et en acquérir de nouveaux reste l'objectif principal. Au-delà de la possibilité de disposer d'un compte chèque ou d'un compte d'épargne, ou même d'un compte courant, ils ont la possibilité en termes de produits, d'accéder à des produits comme le Crédit Rapido, qui est un produit qui permet aux différents clients de pouvoir régler un certain nombre de problèmes d'urgence. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle Crédit Rapido. Vous avez des découverts. Vous avez des avances qui peuvent être faites également. Donc c'est tout à fait classique le fonctionnement courant d'une banque normale. Au Tchad, comme dans beaucoup d'autres pays africains, l'accès aux services bancaires progresse. Mais face à l'émergence du mobile banking, les banques entendent développer d'autres stratégies pour s'adapter à ce nouveau système. Le mobile banking est une innovation technologique liée à la téléphonie mobile. Elle permet à la population bancarisée ou non de se servir de son téléphone portable pour effectuer ses opérations financières courantes. Je ne vois pas le mobile banking comme une concurrence vis-à-vis de l'activité qui est mienne en tant que banquier. Non, je la trouve complémentaire et à la limite, je trouve que l'activité du mobile banking peut booster les miens. Le paysan ou l'éleveur nomade qui est quelque part, qui a toujours son mobile et sa couverture de réseau de téléphonie, n'est pas forcément quelque part alors qu'il génère des flux qui m'intéressent et auxquels je peux accéder si je suis partenaire à un opérateur de téléphonie mobile. Les téléphones mobiles sont aujourd'hui transformés en portefeuille. Certains Africains payent désormais les factures d'eau et d'électricité ou encore achètent dans les magasins à travers leur téléphone portable. Au Tchad, le réseau Tigo compte plus de 800 000 abonnés, détenteurs d'un compte électronique. Ce service innovant est un véritable enjeu de développement et oblige un partenariat entre les opérateurs de la téléphonie mobile et les banques. Aujourd'hui, c'est possible grâce à un partenariat avec une banque de la place, en l'occurrence pour nous Orabank Tchad, qui en fait détient sur un compte principal l'équivalent de la monnaie électronique en circulation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai de la monnaie électronique sur mon compte, il y a l'équivalent dans un compte chez Orabank. Ce qui doit rassurer les détenteurs de monnaie électronique sur la valeur finalement de la monnaie électronique. Ce n'est pas de l'argent qui est créé à partir de nulle part, ce n'est que le reflet d'une somme d'argent qui est chez un compte protégé par Orabank, elle-même sous la régulation de la BEAC. Donc nous agissons dans un cadre formel et sécurisé. Longtemps dominé par les banques étrangères, le secteur bancaire africain est en pleine mutation. Aux côtés des acteurs traditionnels, des groupes régionaux émergent et se muent progressivement en véritables groupes bancaires panafricains. Aujourd'hui, les banques africaines cherchent surtout à toucher des cibles jusque-là exclues du système bancaire. Du fait du développement des relations commerciales internationales, elles devront diversifier leurs activités afin de mieux s'adapter au commerce international et de répondre aux besoins de leurs clients. Malgré la vitalité qui l'anime, le secteur bancaire africain doit relever de nombreux défis pour continuer à appuyer le développement du continent. Camille, ces nouveaux services bancaires, est-ce qu'ils sont réellement intéressants pour les populations ? Je pense il y a un certain nombre qu'on a vu dans le reportage, mais qui existent, qui sont adaptés à la situation africaine, parce qu'il ne faut vraiment pas calquer les services offerts aux particuliers, aux clients qui existent dans le monde entier, dans les pays dits développés et nos pays. Parce que nous avons des problèmes d'analphabétisme, nous avons des gens qui peuvent être trompés parce qu'ils ne savent pas lire, et nous avons aussi des gens qui sont victimes aussi de certains comportements de banquiers. Il y a des banquiers qui facturent des services
mais ils n'expliquent pas aux clients la porte des services. Je prends un exemple que je connais bien. Au Maroc, par exemple, j'ai discuté avec un banquier d'une grande banque, et je lui dis pourquoi vous facturez les SMS que vous envoyez, les soldes des comptes à quelqu'un qui avait peu d'argent sur son compte. Et je lui dis, ça sert à rien, parce que vous lui facturez ces SMS, on lui envoie les SMS sur ses opérations, mais il m'a dit, oui, mais ma hiérarchie me demande de facturer 5 services aux clients. Mais au bout d'un certain temps, je lui dis, mais il n'y aura plus d'argent sur le compte. Ce que je dis là, c'est le gouverneur de la Banque Al-Maghrib, c'est-à-dire le gouverneur de la Banque centrale marocaine, M. Jouahri, il l'a dit lui-même, il a dit que les banques marocaines facturent beaucoup de frais à leurs clients. Donc il faudrait vraiment il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Ce n'est pas parce nous avons besoin, les banques, ils ont besoin de gagner encore plus de clients, de bancariser plus, d'élargir leur champ. Donc il faut qu'ils innovent, il faut qu'ils inventent des systèmes adaptés, par exemple le mobile, etc. Pourquoi pas on a maintenant des systèmes de paiement avec ces empreintes digitales, parce que ça peut remplacer la signature, ça peut aussi éviter un certain nombre de problèmes de falsification, etc. Donc il faut adapter. On a vu aussi qu'il y a maintenant des banques mobiles, aller dans les villages, et puis le système qui est le meilleur dans nos pays, je fais de la publicité, mais c'est gratuit, c'est le livret d'épargne. Ça, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que les gens déposent leur argent sur un livret, et quand ils veulent retirer de l'argent, ils vont, en général, c'est les postes en Afrique qui font ça, ils retirent leur argent avec une pièce d'identité. Donc tout ça, c'est contrôlé, c'est possible, et c'est rémunéré. Donc, moi, je dis aux banquiers, n'essayez pas de tuer la poule aux œufs d'or, ne facturez pas à l'insu ou même avec le consentement. Il y a des gens qui signent parce que vous leur proposez des services, ils ne savent pas que c'est payant, ils ne savent même pas combien ça coûte, et au bout d'un certain temps, ils voient que leur épargne a fondu. Nadia, des services trop coûteux, des services bancaires trop coûteux? Oui, ça certainement. Et d'ailleurs, tous les organismes de contrôle partout dans le monde l'ont toujours dit, c'est compliqué en fait de réussir à trouver le juste prix entre guillemets d'un service, qu'il soit. C'est un peu normal que la banque essaye de gagner un maximum d'argent, parce que c'est le principe d'une banque. Une banque, c'est pas une ONG, c'est pas une association humanitaire. Ils sont là pour faire de l'argent, c'est clairement écrit sur leurs enseignes. Ils sont là pour faire de l'argent avec notre argent. Donc c'est un principe qui est quand même assez étrange à la base. Mais à partir de là, il faut réussir à faire les choses dans les règles. C'est un service qu'ils rendent. Le service est payant, certes, pour certains services, mais la technicité des produits a du sens aussi. Par exemple, de manière assez contradictoire, plus un produit est complexe à construire, plus il est facile pour l'utilisateur. Je m'explique. Par exemple, le mobile banking. À la base, c'est très complexe à mettre en place. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus facile, entre guillemets, pour un certain type d'utilisateurs. Donc, il y a toute cette technicité à développer. Et on est toujours sur une quête perpétuelle d'amélioration. Le système se régénère continuellement. Et pour une bonne raison. C'est que, justement, à partir du moment où ils plafonnent, ils sont plus capables, tel ou tel produit ne leur rapporte plus assez, on essaye de créer des nouveaux produits, des nouvelles niches, on touche de nouvelles personnes. Tout ça dans un seul but, c'est de ramener encore plus de clients à la banque, de gérer la concurrence et d'être un temps en avance sur la concurrence. Donc il y a beaucoup de choses qui expliquent que cette complexité des produits que les produits soient de plus en plus complexes, mais en termes techniques, mais de plus en plus faciles à utiliser pour les individus. Maintenant, à mon sens, il faudrait imposer une certaine limite, c'est-à-dire que le produit ou le service proposé, s'il est lié à l'activité même de la banque, il n'y a pas de raison. Par exemple, un relevé de compte, on n'a pas de raison de payer pour avoir un relevé de son propre compte. Et on a bien vu que certaines banques, parfois, faisaient payer l'envoi des relevés de compte. Sur des choses assez simples, la consultation, demander à son banquier d'éditer un relevé de compte. Pour certains,
c'est payant. Pour certaines banques, c'est payant. Donc il y a des choses à limiter. Maintenant, un transfert de compte à compte ou vers l'extérieur soit payant, ça, c'est évident. Donc il faudrait déjà bien séparer les activités qui sont liées à la banque elle-même et au compte lui-même, qui à mon sens n'ont pas de raison d'être payantes, comme payer un chéquier. On trouve ça normal de payer une carte bleue parce que c'est Visa et que c'est une société internationale, mais payer un chéquier, personne ne paye son chéquier de nos jours. D'ailleurs, on fait tout pour qu'on n'ait plus de chéquier. En France, ils ont essayé. Ça n'a pas marché. Mais par contre, ils sont en train de tuer le chéquier. Par l'utilisation de la carte bancaire. Donc de plus en plus, on voit très bien que les gens font de moins en moins de chèques. Mais en Afrique, c'est vrai que ça reste encore compliqué. Les gens ne font pas beaucoup de chèques, c'est vrai. Et à mon avis, on va faire un saut technologique, on va arriver plus facilement à de l'e-banking, plus facilement à du mobile banking, que de revenir à ce que nous, on a connu, c'est-à-dire le papier, l'écriture. Oui, tant mieux. Votre avis sur cette facturation de certains services bancaires? Mon avis d'abord, c'est qu'au niveau des banques africaines, surtout ce qu'on voit, affichent une certaine aisance matérielle. Ce sont des banques qui dépensent beaucoup, ne fût-ce qu'au niveau de l'apparence. Et ces dépenses, en général, comme on le sait dans toute entreprise, doivent être payées par le client. Le fait qu'on affiche, elles ne sont pas assez sobres par rapport à la situation, par rapport à leurs clients. Plus il y a beaucoup de dépenses, plus ils facturent beaucoup pour au moins arriver à payer ces dépenses et aussi faire beaucoup de marge. En Afrique, on constate que les banques africaines, les banques qui sont en Afrique gagnent beaucoup, beaucoup plus même que les autres banques parce que les services, les gens ne sont pas habitués à jouer la concurrence par rapport aux autres produits. En Europe, on le sait bien, quand on facture ça, vous pouvez aller dans une autre banque, mais en Afrique, souvent les gens, il n'y a pas assez de banques, ce qui se passe. Ce que je peux noter aussi, c'est qu'il y a le problème en Afrique. On parle des banques, il y a plusieurs banques qui font des affaires. Oui, il y a de grosses banques. Mais en réalité, on peut se demander à quoi nous servent ces banques africaines. Parce qu'il faut que ces banques participent au développement de l'Afrique. Si les banques viennent pour faire de l'argent, tant mieux pour les banques, mais tant pis pour les citoyens. Parce que les citoyens ont besoin de en quoi une banque X intervient dans le développement. J'ai des paysans qui sont par exemple à 60% de la population. En quoi les banques les aident? Est-ce que les banques donnent des prêts? Non, parce que les banques estiment qu'ils ne sont pas solvables même s'ils ont des terres. Les banques s'intéressent aux entreprises, pratiquement aux entreprises riches. Et on a aussi des services. Qu'est-ce que les banques font? On a des pays comme la République démocratique du Congo où pratiquement les fonctionnaires sont payés mais à la main, les banques n'interviennent pas. Mais alors qu'il y a dans un pays des banques qui sont assez prospères. La question principale pour moi, c'est vraiment, je reviens toujours à ce développement. Il faut que les banques arrivent à concentrer leurs activités avec les États et les États aussi baissent les taux d'intérêt directeurs, comme on le dit, pour au moins ces banques aident les gens, pas les gens qui sont riches, mais les gens aussi qui sont dans des situations qui doivent évoluer. Gracien, est-ce que c'est réellement l'objet de la banque? Je comprends bien que c'est important que la banque contribue. Voilà, exactement. Il y a les États qui ont les missions. De réglementer, aux États de proposer justement, d'imposer, pas de proposer, mais d'imposer des règles qui obligent les banques justement à rogner sur leurs marges, à réduire le nombre, par exemple, de documents nécessaires pour obtenir un prêt, mais aussi il faut les solliciter, il faut les aider quelque part. Et il faut aider. Ça paraît un peu étrange, mais c'est vrai qu'il faut aider les banques quelque part, les inciter à faire un peu plus attention à un certain type de clientèle qui n'est pas leur clientèle habituelle. Mais c'est dommage à dire, mais les banques ont besoin d'incitation pour aller sur ce type de marché-là. Je pense qu'il faut quand même, il faut que les banques, et c'est vrai qu'il faut parler de la logique économique. On ne peut pas dire aux banques « soyez altruistes, soyez gentils ». Non, ils vont gagner de l'argent. Mais le message qu'ils doivent comprendre, c'est qu'il faut élargir l'assiette. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de liquidités qui
qui ne transitent pas par le système bancaire, énormément de liquidités. Nous savons tous que la plupart des transactions qui se font entre particuliers, commerçants, se font en espèces. On achète beaucoup de choses en espèces, on vend beaucoup de choses en espèces. Donc ça échappe au système bancaire. Donc si le système bancaire, il veut vraiment drainer un maximum d'argent, il faut qu'il s'adapte. Mais il ne faut pas qu'il cherche à se payer uniquement sur les plus aisés, les couches moyennes, ceux qui sont solvables, et puis à facturer les frais, comme on a dit. Il faut vraiment qu'il y ait une politique dynamique. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que les banques jouent un rôle d'intermédiation. Ce sont les petits, je dirais, les petits dépôts qui font une masse d'argent qu'on peut prêter, qu'on peut créer de la monnaie, etc. Et donc là, il ne faudrait pas négliger même les petits, je dirais, les entrepreneurs, les agricoles. Et dernière chose, il faut songer, parce qu'on a parlé du monde rural, il faut songer à une sorte de banque agricole. Nous n'avons pas beaucoup de banques agricoles. Et même, pourquoi pas développer le système de coopératives bancaires, ça existe, de coopératives bancaires, parce que les agriculteurs, ils ont quand même de quoi gager, ils ont des terres. Donc là, mais ceux qui ont le plus besoin d'avance en argent, ce sont les agriculteurs. Évidemment, quand ils vont planter, il y a un délai pour la récolte et pour la vente. Donc il va falloir les accompagner. Et on a un système agricole qui n'est pas productif à cause de ça. Merci. Un rappel des titres tout de suite qui ont été développés en début d'émission. Un des principaux commandants du groupe terroriste Boko Haram a été arrêté au Nigeria. Mohamed Zakari est soupçonné d'être l'un des investigateurs de l'enlèvement des lycéennes de Chibok. Et polémique en Centrafrique à quelques jours du dialogue national qui doit s'ouvrir au Congo. Une partie de la classe politique estime que les négociations auraient dû se dérouler à l'intérieur du pays. Nous allons marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.